Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de reconversion, de prise de risque et surtout de réussite dans le secteur du bien-être. Parce que oui, changer de vie et se lancer dans l'entrepreneuriat du bien-être, c'est possible. Et je sais que vous êtes beaucoup à être concernés par ça. Mais je sais que vous êtes aussi beaucoup à ne pas toujours trouver ça très simple. Qui, ici, s'est déjà dit « J'aimerais me lancer, mais j'ai peur de l'instabilité financière. Je suis pas légitime, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. J'aimerais en vivre, mais comment je fais pour trouver mes premiers clients ?» Si ces questions te parlent, alors cet épisode est fait pour toi. J'ai le plaisir d'accueillir Anna Livage, une femme hyper inspirante qui a osé tout quitter pour suivre son instinct et construire une activité qui a du sens. Ancienne avocate, elle a décidé de se réinventer et de se lancer dans la naturopathie. Aujourd'hui, elle accompagne ses clients avec passion et a su faire de son activité un vrai business rentable. Mais ce n'est pas tout. Anna est aussi autrice, elle a publié plusieurs livres sur la fertilité et les SOPK et elle est également coach business pour les professionnels du bien-être, notamment chez Coplénie dans notre gros programme d'accompagnement, la WIA. Alors avec elle, on va explorer ce qui l'a poussée à quitter le droit pour se lancer dans le bien-être, les peurs, les croyances limitantes qu'elle a dû dépasser, les actions concrètes qu'elle a mis en place pour construire une clientèle solide et comment professionnaliser son activité pour en vivre pleinement. Et tu vas voir, son parcours est une vraie source d'inspiration et te prouvera qu'avec la bonne approche et le bon état d'esprit, tout est possible. Ne l'oublie pas, tout est possible. Alors, si tu es pleine de réflexions en ce moment, en pleine reconversion professionnelle ou que tu cherches à faire décoller ton activité bien-être, cet épisode va te booster et te donner des pistes concrètes pour avancer. Prends ta petite tasse de thé ou de café, installe-toi et c'est parti pour une discussion qui va énormément t'inspirer et te donner beaucoup d'énergie. Let's go! Salut Anna, je suis trop contente de t'accueillir pour la première fois sur Wellness Impact. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme pour répondre à toutes mes questions, même si ça reste un échange. Je suis encore une fois ravie de t'accueillir sur Wellness Impact. C'est un peu comme à la maison ici, donc sens-toi libre d'être qui tu veux, toi-même, à l'aise. J'espère que tu as ton thé avec toi. Bah écoute, je suis très contente de participer, d'avoir cet échange avec toi. J'avais hâte, donc très contente d'être là. Alors, pour la petite histoire, Anna, je te connais depuis quelques mois maintenant. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, tu accompagnes les professionnels du bien-être, notamment dans la WIA, dans notre gros programme d'accompagnement. Donc, j'avais trop envie de vous faire découvrir qui est Anna, qui se cache derrière la coach Anna, parce que tu as plusieurs casquettes. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait, toutes tes activités, parce que tu en as plusieurs. À toi le micro. Oui, merci. Alors, du coup, initialement, j'étais avocate, donc absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant. Je me suis reconvertie il y a à peu près 7 ans en tant que naturopathe et sophrologue. Et cette activité, ça a vraiment été une belle réussite. Déjà parce que je me suis complètement épanouie là-dedans. Et parce que j'ai pu publier plusieurs livres, j'ai organisé des événements qui ont rassemblé des milliers de participants. J'ai réalisé des centaines de consultations, vendu des centaines de programmes en ligne. Enfin voilà, vraiment une activité qui s'est bien développée. Et surtout, j'ai pu en vivre très confortablement. Donc à la fois être épanouie et pouvoir vivre de son activité. Donc c'était vraiment une belle réussite. Je sais pas comment dire d'autre. Et donc parallèlement à ça, grâce à cette notoriété, etc., il y a de plus en plus de collègues praticiens qui m'ont demandé de les accompagner à les aider à développer à leur tour leur activité. Et en fait, ça m'a tellement plu et j'ai vu tellement de beaux résultats sur ces collègues que j'ai vraiment décidé de me consacrer pleinement il y a à peu près 2 ans à cette activité. Et donc, je suis devenue formatrice et consultante en développement entrepreneurial, vraiment pour les praticiens du bien-être. Et donc, à ce jour, j'ai à peu près accompagné 150 praticiens vers la réussite. Donc,
grâce à mon programme personnalisé. Et récemment, j'ai rejoint l'équipe de Cloplénie en parallèle pour élargir vraiment mon impact et accompagner encore plus de praticiens, notamment à tes côtés. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière parce que tu as dit que tu étais avocate à la base. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, quel a été le déclic qui t'a poussé à quitter le droit, à quitter cette fonction où je sais, c'est des longues études pour être avocate, pour justement te tourner vers le bien-être? Alors, comme tu dis, j'avais fait un peu plus de 8 ans d'études. Donc, j'avais mon diplôme d'avocate, une carrière toute tracée. Et pourtant, je me sentais pas hyper épanouie. J'étais vraiment très stressée. Voilà, au quotidien, je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment en décalage, en fait, avec ce que je vivais. J'aimais le droit, par contre. Tu vois, c'était pas une erreur de casting. C'était vraiment, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais je me voyais pas continuer comme ça toute ma vie. Et j'avais vraiment besoin de retrouver du sens, d'accompagner les gens, mais différemment. Parce que dans le droit, je les accompagnais, mais là, je voulais vraiment quelque chose une approche plus humaine, plus tournée vers l'épanouissement. Et j'ai souvenir, en fait, tu vois, un peu un déclic. J'ai souvenir d'un jour où j'étais chez moi juste avant Noël, j'avais la grippe. Et donc, j'étais au fond de mon lit, super mal. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais soulagée d'être là, même si j'étais super mal, plutôt qu'au travail. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, faut que ça change. C'est pas possible d'être soulagée d'avoir la grippe. Donc, j'ai vraiment eu un déclic. Et je me suis, donc, ce même jour, je me suis vraiment demandé ce que j'allais pouvoir faire. Parce que j'avais fait 8 ans d'études, j'avais pas envie de repartir dans des études super longues, etc. Et en fait, je me suis demandé quelles sont mes passions. Et je me suis toujours passionnée pour les domaines de la santé naturelle, donc que ce soit l'alimentation, le sport, la phyto, etc. C'est vraiment quelque chose qui faisait partie déjà de moi, de mon mode de vie. Et notamment tout ce qui était de l'ordre de la santé féminine autour du cycle, etc. Je sais que à l'époque, je lisais beaucoup sur ces sujets-là, notamment des ouvrages anglophones, etc. Parce que à l'époque, ça apportait vraiment un éclairage nouveau. En France, c'était pas vraiment développé. Et ce jour-là, dans mon lit avec la grippe, j'ai vraiment réalisé que mon statut social, ma paye, etc., ça suffirait pas à me rendre heureuse, et que c'est toutes ces choses-là justement qui me passionnaient, que je voulais faire, qui avaient du sens. Donc j'ai cherché une voie professionnelle qui pourrait réunir tout ça. Et en fait, j'ai découvert le métier de naturopathe. Donc métier qu'à l'époque, je ne connaissais même pas. Pour te dire à quel point c'était une révélation pour moi. Et en fait, ça m'a semblé être une évidence parce que ça réunissait vraiment tout ce qui me passionnait. Et en fait, c'était beaucoup plus aligné avec mes valeurs, mes envies. Et donc, en quelques heures, ma décision, elle était prise. Je voulais démissionner et je voulais me lancer là-dedans. Est-ce que tu as eu des peurs, des doutes, des croyances, des craintes à ce moment-là quand tu dis « Ok, je décide de devenir naturo ». Est-ce qu'il y a ou plus tard même, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont émergé de l'ordre des peurs en fait? Ouais, je pense que comme tout le monde, j'avais des inquiétudes. Je pense que c'est normal quand on est face à un gros changement de vie comme ça, face à une grosse décision. J'avais peur de me tromper, de faire le mauvais choix. Ça, je m'en souviens vraiment. Mais je pense qu'avec le recul, il y avait pas vraiment de mauvais choix. Il y avait juste des choix, en fait, des directions différentes à prendre. Et bon, alors maintenant, avec le recul, c'est facile, mais quand je repense à la Anna de l'époque qui pleurait le dimanche soir et qui se sentait triste le matin dans le train en allant bosser, je sais, en fait, que j'ai fait vraiment le choix le plus judicieux pour moi. Et ce que j'ai compris, mais que j'avais déjà en tête à l'époque, et c'est pour ça que j'ai réussi à surmonter cette peur, c'est que rester dans un métier qui me correspondait pas ou qui me correspondait plus par peur, c'était une plus grande prise de risque finalement que de tenter quelque chose qui me faisait vibrer. Carrément, c'était une inspiration, honnêtement. J'en vois beaucoup autour de moi et je pense que toi aussi, dans nos entourages, de gens qui ne sont pas épanouis au niveau de leur boulot, mais pour autant qui restent parce que peut-être la valeur sécurité, elle est importante, pour eux, elle est on top, quoi. Ou pour d'autres raisons, souvent c'est la peur du changement, c'est la peur d'y aller. Que va-t-il se passer si je n'ai plus de sous au démarrage? Enfin, c'est des questions qui sont légitimes, hein. Je suis pas là pour le juger, mais en tout cas, là-dessus, toi, je trouve que tu es un vrai exemple de passage à l'action dans quelque chose qui te fait vraiment vibrer, quoi. T'y es allé, quoi. T'as foncé. Ouais. Je pense que de toute façon, quand on sent que quelque chose coince et que quelque chose de plus aligné nous appelle, j'entends aussi toutes les peurs qu'on peut avoir, que tu viens de citer, mais je pense que ouais, faut pas trop hésiter, faut le tenter. Oui, quand c'était viscéral en fait, t'as senti vraiment un appel, peut-être même physique, pour cette nouvelle activité. Ouais, c'est ça. C'est fou.
J'adore. Sur ces peurs, justement, comment tu les as surmontées? Est-ce que tu as eu besoin même de les surmonter? Puisque tu dis quand même que tu es passé à l'action rapidement, mais que tu as eu quand même quelques déstabilisations, même si elles ont été, j'ai l'impression, un peu rapides comme une étoile filante. Comment tu as fait pour le gérer? Bah, en fait, j'ai ressenti ces peurs, mais ça a jamais été vraiment trop bloquant. Comme je te dis, hein, vraiment, la Ouais. décision, elle a été prise en une journée. Enfin voilà, en fait, ça faisait des mois que, comme je te disais, je pleurais le dimanche soir, je me sentais pas super bien. Et là, en fait, dès que j'ai eu cette idée, c'était comme tu dis, physique, en fait. Je sentais, comment dire, une envie de faire quelque chose, enfin, une envie de mener ce projet, une excitation que je ressentais plus du tout dans mon travail. Et du coup, ça m'a vraiment drivé. Et je pense que je me disais aussi que voilà, mes diplômes, je les aurais. Donc c'était quand même ma valeur sécurité, elle est quand même présente, mais tu vois, mon diplôme je l'ai, donc si jamais ça ne fonctionnait pas, je pourrais toujours retomber sur mes pattes, même si ça dans un domaine qui me plaisait pas, mais voilà, j'avais quand même cette sécurité là. Après on a toujours, je pense, quels que soient nos diplômes, parce que bon, moi j'avais la chance d'avoir fait des études, mais voilà, même un job alimentaire ou quoi, je pense que ce fait de se dire je me lance, mais c'est pas définitif dans le sens où je pourrais toujours trouver des solutions en temps voulu. Tu vois, ça m'a aidé. Et ensuite, je pense qu'on y viendra tout à l'heure dans l'échange, mais ensuite, une fois que je me suis lancée, pour moi, c'était pas possible d'échouer, en fait. J'avais vraiment anticipé, etc. Enfin, je pense qu'on y reviendra, mais j'ai vraiment réfléchi stratégiquement, etc. à comment j'allais faire les choses. J'ai testé, j'ai optimisé. Enfin, une fois que j'étais lancée, une fois que j'étais à l'école, je savais que ça allait fonctionner et c'était juste à moi de trouver comment. Donc, tu vois, ces peurs, en fait, la solution à ces peurs, elle a un peu évolué au fur et à mesure, mais voilà, non, ça m'a jamais bloqué en tout cas. Alors, la question qui me taraude maintenant de te poser, c'est comment tu as fait pour repartir de zéro, construire une nouvelle activité dans un domaine qui était complètement différent du droit? Quelles ont été les étapes, tu vois? Comment tu t'y es pris? Alors déjà, c'est vrai que je suis vraiment repartie de zéro. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais aucun contact dans ce domaine, pas de relation, etc. Parce que quelquefois on me dit oui, mais toi c'était facile, tu connaissais un tel. Bah non, je connaissais personne. J'avais aucune présence en ligne. Je n'avais même pas de compte Instagram à l'époque, pas de compte perso, rien du tout. Donc pour te dire, j'étais très loin de tout ça. Et je débarquais vraiment donc sans réseau, sans formation en com ou en entrepreneuriat. Je sortais vraiment d'un métier où j'étais salariée, donc l'idée de me vendre ou de créer une audience, ça faisait absolument pas partie de mon quotidien. C'était vraiment quelque chose que je ne maîtrisais pas. Mais j'étais tellement passionnée par ce nouveau projet que, comme on l'a dit, je me suis immédiatement mise en action. Et plutôt que d'attendre d'avoir tout prévu, d'être parfaitement prête, etc., j'ai testé. J'ai expérimenté, j'ai appris sur le terrain. Donc, dans un premier temps, j'ai un peu observé ce qui fonctionnait chez d'autres. J'ai analysé un petit peu les stratégies, ce qui se faisait. J'ai essayé de m'inspirer des bonnes pratiques. Et j'ai essayé surtout de les adapter à mon activité, à ce qui me correspondait. Et voir un petit peu ce qui résonnait avec mon audience, ce qui me plaisait vraiment. Évidemment, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai connu des échecs, mais c'était hyper formateur forcément. Et ça m'a permis d'ajuster, d'optimiser et de persévérer. Et petit à petit, j'ai appris à structurer mon activité, à communiquer de manière plus efficace, etc. Et donc, je pense vraiment que c'est en testant, en ajustant, que j'ai pu me lancer et construire comme ça ma carrière dans un domaine qui était totalement différent et en partant de zéro finalement. C'est très beau. La première année, tu as fait combien de chiffre d'affaires? Enfin, comment ça a évolué au niveau de ton chiffre? Alors, j'ai pas les chiffres annuels, j'ai les chiffres mensuels parce que pour moi c'est plus parlant, c'est vrai quand j'en parle. Alors, j'ai arrêté l'école, la formation de naturo s'est finie en septembre-octobre. On a eu la certification en décembre. En janvier-février, j'étais déjà à 1 500 € de chiffre d'affaires. Waouh! Et en 6 mois, j'étais à peu près à 2005-2006. Ok, mais du coup, avec, j'imagine, ton ancienne activité d'avocate, c'est pas du tout les mêmes salaires, hein, je le sais. Comment t'as fait? Enfin, si jamais tu l'as eu ou ressenti cette instabilité financière, donc déjà est-ce que tu l'as reçu? Enfin, est-ce que tu l'as vécu, ressenti cette instabilité? Et si oui, comment tu l'as géré vis-à-vis de toi-même déjà et de ta vie en général?
Je pense déjà que l'instabilité financière, c'est vraiment une vraie peur, que ce soit pour les praticiens ou pour tous les entrepreneurs. Je pense que quand on se Carrément. lance, c'est quelque chose d'assez courant. Pour la gérer, je dirais que dès le départ, en fait, j'ai pris des décisions assez stratégiques. Alors quand je dis stratégique, c'est réfléchi, disons. Déjà, j'ai un petit peu anticipé en mettant de l'argent de côté. Alors j'en avais pas forcément beaucoup, mais voilà, le temps de me dire, voilà, les quelques premiers mois, si j'ai besoin de développer mon activité, j'aurais quand même quelque chose. Alors, sachant que on nous disait à l'école, etc., qu'il nous faudrait 3 ans pour développer son activité, pour moi, c'était hors de question. Enfin, j'avais pas fait tout ça pour attendre encore 3 ans. Moi, je me suis dit, à la fin de la première année, je veux vivre de mon activité, je veux avoir mon salaire d'avant. Ah, t'étais déterminée. Donc, voilà. Ouais, je m'étais donné 1 an, disons, pour retomber sur mes pattes. Alors, avec un train de vie qui était un peu inférieur aux années d'avant, sur cette première année. Mais voilà, c'était OK pour moi, j'avais prévu le coup. Mais voilà, j'avais pas une trésorerie qui m'aurait permis de vivre des mois et des mois comme ça. Et donc, j'ai très rapidement cherché des solutions pour générer ces revenus de manière stratégique finalement. Et ce qui est drôle, c'est que je me souviens à l'école de naturo, les premiers mois, j'avais un petit carnet sur lequel je notais mes idées pour quand je m'installerais. Donc vraiment, voilà, pas mon business model, mais mon petit plan d'action. Et en fait, dès que j'entendais quelque chose, alors qu'un prof, en intervenant, etc., abordait quelque chose qui me parlait, hop, je le notais. Et je voyais comment ça pouvait s'intégrer avec le reste, si j'avais les capacités de le mettre en œuvre, si j'avais peut-être besoin de ressources complémentaires. Par exemple, il y a certaines choses, pour créer un programme en ligne, j'avais besoin de certaines compétences techniques. Donc, en parallèle de mon école, quelquefois, je suivais des petites formations sur certains aspects techniques, certains outils, etc. Et ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que quand j'en parlais à mes camarades de promo, ils me disaient que c'était n'importe quoi, que je me dispersais, que eux, ils voulaient rester focus parce qu'ils voulaient être de bons naturaux, donc priorité à la formation, etc. Ce que je peux entendre, hein. Mais du coup, voilà, qui verraient ça ensuite. Et donc, comme je te le disais, on a fini l'école en septembre, on a eu la certification en décembre, et eux, ils ont commencé à y réfléchir. Enfin, eux, je fais une généralité, mais la grande majorité, avec qui j'en parlais, ils ont commencé à y réfléchir en janvier. Sauf que en janvier, c'est là où on se lance. Donc moi, à ce moment-là, je générais, janvier-février, je générais 1 500 € par mois, comme je te le disais. Donc ce qui est pas énorme, 1 500 €, on n'est pas sur mais c'est pas, ça permet quand même de subvenir à ses besoins dans les premiers temps, pendant que eux, du coup, ils repartaient de zéro. En fait, toutes les idées que moi j'avais notées, etc., pendant des mois, parce que j'en avais eu 1 an et demi de formation, hein, donc 1 an et demi de mise en place, de réflexion, eux, ils commençaient à ce moment-là. Et c'est hyper compliqué quand tu te lances et que tu pars de zéro et que tu sais pas où tu vas, que t'as pas d'idée. Je pense que c'est hyper compliqué. Et donc ensuite, forcément, mes revenus, ils ont bien augmenté, puisque là, c'était vraiment le démarrage. Et je pense que du coup, ce fait d'avoir anticipé, ça m'a vraiment aidé à gérer cette peur financière, puisque je savais, j'avais mon plan d'action, en fait, je savais vers quoi j'allais. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'interviens aujourd'hui comme prof dans des écoles de naturopathie. Et donc, je rencontre des tas d'étudiants naturopathes qui sont à peu près à 3 mois du lancement de leur activité. Et encore une fois, ils n'ont pas du tout réfléchi à ces questions. En fait, j'arrive en cours, donc je leur donne vraiment ces pistes, etc. Et eux, c'est tout nouveau pour eux, alors qu'ils se lancent dans 3 mois. Et donc, il n'y a pas d'anticipation. Il y a vraiment, je pense, cette crainte financière qui va se présenter, puisque ils n'ont pas du tout anticipé les premiers mois d'activité. En plus, ça rassure tellement d'avoir un plan d'action. C'est là où honnêtement, je comprends pas que alors toi, dans les écoles où tu interviens, c'est top parce que du coup, ils ont investi dans le fait de se dire, ok, c'est important d'avoir très bien la formation métier, mais ça l'est aussi d'avoir une formation dit business pour anticiper ce qui va se passer. Et je suis du même avis que toi. Moi, j'intervenais aussi en tant que formatrice dans une école de réflexologie pendant 3 ans. Et c'était la même chose. C'est la même chose, les mêmes profils. Et c'est fou. Mais je suis pas étonnée de ce que tu me dis. En revanche, je voudrais récapituler parce que par rapport à ton parcours, il y a 4 choses qui, pour moi, ont fait ta réussite, comme tu l'as dit. Il y a 1, ta détermination. Ok, je veux en vivre dans 1 an. Qui va de pair, du coup, avec ta confiance en toi, avec ok, j'ai confiance en ma capacité de générer des rendez-vous, d'y aller. 2, je dirais effectivement ton anticipation. Je mets de l'argent de côté parce que je sais que ça va. On n'est pas dans le monde de oui, les choses vont me coûter de l'argent, quoi.
3, justement, la structure. Et 4, le plan d'action qui va avec. Et ça, honnêtement, celles et ceux qui mettent en place ce que tu es en train, toi, de montrer comme exemple, vous allez y arriver. Si vous avez ces items-là. Et c'est ce qui fait qu'Anna, tu as réussi, honnêtement. Bah, merci pour ce pour ce récap. Oui, je pense que c'est ça. Et par exemple, tu vois, pour la confiance en soi, parce que on peut se dire, bah, c'est facile quand on a confiance en soi, etc. Mais tu vois, ce que je me disais, parce que j'ai pas forcément toujours eu confiance en moi à tout niveau. Et en fait, ce que je me disais et qui m'aidait vraiment, qui me drivait, c'était vraiment de me dire, ok, il y en a qui arrivent. Donc si eux y arrivent, qui que ce soit, ben moi aussi je vais y arriver. Il y a aucune raison que d'autres personnes y arrivent et pas moi en fait. Est-ce que tu penses que c'est lié à des croyances limitantes qui empêcheraient justement les gens de bien se lancer ou juste de se lancer? Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a, alors c'est un peu annexe, mais je pense qu'il y a la peur du regard des autres. Tu sais, qui peut un peu bloquer quand on a envie de se lancer, ce que les autres vont penser, etc. Et moi, je sais que il y a ça. Alors, ça m'a pas bloqué, mais par exemple, en termes de communication, ça m'a un peu ralenti au départ parce que les regards qui me faisaient le plus peur, étrangement, c'était ceux de mes proches, mes anciens collègues. Les anciens collègues, c'était, je détestais l'idée qu'ils puissent me voir. Je sais pas pourquoi. Bah ouais. Mes anciens camarades de lycée. Parce que c'est clair. C'est ce que d'ailleurs, je voulais te poser la question. Je fais juste une digression d'avant. Ça m'intéresse aussi de savoir comment toi, t'as géré le regard des autres face à je passe d'avocate à naturo, quoi. Ton entourage, quoi. Alors, par exemple, mes parents qui sont au final les seuls qui ça avait de l'importance pour moi finalement, dans le sens où c'était leur regard qui m'importait vraiment, et eux m'ont toujours soutenue. Je pense que comme moi, ils connaissaient pas trop la naturo, mais ils se sont dit que si je me lançais là-dedans, c'est que ça devait être carré, parce qu'ils me connaissaient, ils savaient que j'étais plutôt quelqu'un de réfléchi, donc ils m'ont soutenue. Et les autres, en fait, c'était plus la peur du regard de ce qu'ils allaient penser en me voyant, par exemple, sur les réseaux. Tu vois, c'était même pas... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit... excuse-moi, je pars un peu dans tous les sens parce que je réfléchis en même temps que je te réponds. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh là là, tu vas quitter de si belles études, enfin, t'as fait tout ça pour rien, un si beau métier, etc. Pour autre chose. Donc, voilà, toutes ces années pour rien. » Et en fait, j'étais assez sereine sur ça. Je leur répondais, mais c'est pas parce que j'ai passé 8 ans à faire quelque chose que finalement je n'aime pas que du coup je suis coincée et que je vais être obligée de faire ça toute ma vie. Je préfère avoir perdu, entre guillemets perdu, parce que c'est jamais perdu, mais avoir perdu 8 ans et ensuite avoir une vie qui m'épanouit, plutôt que de me dire foutu pour foutu, je gâche ma vie, quoi. Ouais. Donc ça, c'était assez ok pour moi, j'étais assez alignée là-dessus. Par contre, ce qui me gênait, c'était quand je communiquais sur les réseaux, vraiment, voilà, c'est les anciens camarades, les anciens collègues qui pouvaient me voir en photo, en post, etc. Ça me pesait un peu. Et en fait, c'était un peu tous ceux qui auraient pu se dire, mais pour qui elle se prend, tu vois. Et donc ça me gênait. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que je recevais pas du tout de critiques. Au contraire, je recevais des messages hyper bienveillants, soit des gens qui me connaissaient en disant c'est génial ce que tu fais, soit des inconnus qui me disaient merci pour ce que tu fais, pour ce que tu m'apportes, etc. Donc ça a un peu effacé cette peur. Et alors, ce qui est formidable à notre époque, c'est qu'on peut bloquer tout simplement les personnes malveillantes, si on a des critiques, des remarques déplacées, etc. Donc on n'a pas à subir ça. Et autre chose, quelque chose qui m'a aidé aussi par rapport à cette notion de critique, de regard des autres, par rapport notamment aux professionnels de la naturo, parce qu'il y avait aussi cette peur un petit peu de me confronter aux professionnels déjà établis. Alors pour l'anecdote, je vis plusieurs mois à l'étranger, et donc du coup j'ai développé mon activité de façon à ce qu'elle soit totalement digitalisée. Donc maintenant c'est hyper courant, tout le monde fait des consultes en ligne, etc. Mais à l'époque, c'était avant le Covid, ça l'était pas du tout. Et il y a beaucoup de naturos qui me faisaient comprendre que c'est pas comme ça qu'on devait faire la naturo, que la naturo c'était en présentiel, qu'on devait voir les gens, qu'on devait pouvoir les toucher, etc. Et que moi ce que je faisais c'était pas correct. Et en fait, forcément, même si c'est inconfortable de se confronter aux critiques des autres, j'étais tellement alignée et en accord avec ce que je faisais et les résultats que j'obtenais que ça m'atteignait pas. Et je pense que ça m'a aidé finalement, cet inconfort au départ, ça m'a aidé à surmonter cette peur du regard des autres. Parce que je me sentais tellement alignée avec ce que je faisais que c'était plus un problème. Toi qui coaches aussi maintenant plusieurs domaines dans le bien-être, est-ce que tu vois d'autres croyances limitantes qui justement empêchent de passer des caps pour se lancer ?
Ouais. Alors certaines choses que je vois vraiment hyper souvent, c'est déjà que souvent les clients me disent, voilà, je suis pas assez expert pour me lancer, j'ai pas assez de connaissances, donc je vais attendre d'en savoir plus, je vais cumuler les formations. Sauf que non, on devient expert en pratiquant. Alors, bien sûr, il faut faire une formation préalable, on va pas se lancer sans aucune connaissance, mais à un moment donné, il faut se lancer et c'est sur le terrain qu'on va gagner en expertise. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment bloquant. De la même façon que j'attends de me sentir légitime pour me lancer. Ça le rejoint un petit peu. La légitimité, ça vient du fait d'aider concrètement les gens. C'est pas un diplôme supplémentaire qui va te faire te sentir plus légitime. Donc voilà, c'est vraiment le fait de se lancer, de pratiquer, d'avoir des retours aussi, que ce soit des retours constructifs pour nous aider à nous améliorer ou des retours qui vont valider finalement notre expertise. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va gagner en légitimité. Après, il y a le fait qu'on ne peut pas bien gagner sa vie dans le bien-être. Ça, je sais que ça bloque pas mal de monde qui se disent, non, mais je vais pas me lancer là-dedans puisque de toute façon, on va pas pouvoir en vivre. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Une activité bien structurée peut être très rentable. Moi, je l'ai expérimenté. Je le vois au quotidien chez mes clients. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas un métier comme ça où on se dit, en plus un métier en libéral, où on se dit non, ce métier-là, ça gagne rien du tout. En fait, c'est nous qui créons notre activité. On est entrepreneurs, donc c'est à nous de mettre les choses en place pour que ça fonctionne en fait. Et après, quelque chose qui revient aussi souvent et qui rejoint un petit peu ça, c'est il y a trop de concurrents. Et en fait, pour moi, oui, il y a des concurrents. Par exemple, en naturopathie, on était 70 dans ma promo. Donc, pour te donner une idée, on était, et en plus, il y avait plusieurs promos par an, etc. Donc, ça donne une idée assez importante de la concurrence. Mais je pense que la concurrence, ça montre qu'il y a une demande. Par exemple, si on regarde les coiffeurs, dans un tout autre domaine, il y en a partout des coiffeurs. Ouais. Même dans une seule ville, il y a plein de salons. Donc, je pense que le secret, c'est de savoir se différencier et d'apporter une réelle valeur. Mais à partir de là, il y a de la place pour tout le monde. Puis je pense que ça en arrange beaucoup de se dire il y a trop de concurrence et puis de toute façon, dans ces activités, on peut pas en vivre. Tu vois, il y en a beaucoup qui se servent de ça pour pas agir et passer à l'action, quoi. Mais bref, on en parlera dans un nouveau sujet avec Anna peut-être. Anna, comment toi t'as construit ta clientèle en naturopathie quand tu t'es lancée? Voilà, quelles ont été les premières actions que t'as mis en place? Tu as parlé tout à l'heure d'Insta. Est-ce que tu as fait d'autres choses? Ouais. Alors déjà, il y a une chose qui paraît peut-être secondaire, mais que moi, je dis sans cesse à mes clients, et c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé dès le départ, c'est que naturellement, on a tendance à se conformer à la norme, alors que en devenant entrepreneur, en fait, on peut créer notre propre réalité. Et ça, j'y ai vraiment travaillé dès le début. Par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, je souhaitais vraiment vivre à l'étranger plusieurs mois par an. Et donc, il fallait pas que j'ai d'obligations géographiques. Et en fait, j'ai pris en compte tout ça, toutes ces spécificités importantes pour moi, pour structurer mon activité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose vraiment auquel il faut penser. Faut pas créer une activité parce que tout le monde fait comme ça. Faut vraiment penser par rapport à soi. Ensuite, j'ai vraiment défini clairement mon positionnement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre, que je pense qui est souvent négligé parce que c'est souvent, on le voit, je pense toi aussi, dans les praticiens qu'on accompagne, c'est pas souvent pris en compte finalement cette notion de positionnement. Et en fait, moi, avant même de sortir de l'école, je savais que je voulais me spécialiser dans le domaine de la périnatalité, donc fertilité, grossesse, postpartum. Et c'est drôle parce que la majorité de mes camarades de promo à qui j'en parlais à l'époque, ils me disaient que c'était ridicule, que le but de la naturo c'était pas ça, que c'était global, qu'il fallait pas se spécialiser. Et en fait, je l'ai fait quand même parce que moi, ça me semblait hyper pertinent. Et c'est drôle parce que finalement, je l'ai fait et je me suis rendu compte très rapidement que c'était une cible trop large. Donc, contrairement à ce que tout le monde me disait, que c'était que j'allais me tirer une balle dans le pied, je me suis dit non, mais la périnate c'est beaucoup trop large. Et en fait, j'ai réduit encore plus en me focalisant sur la fertilité. Et c'est à partir de là que vraiment ça a décollé. Alors, il n'y a pas eu que ça, mais ça a énormément contribué. Et donc ça, je pense que c'était vraiment le premier point, un des éléments capital qui a fait que je me suis vraiment développée. Et ensuite, comme tu l'as dit, j'ai parlé d'Instagram tout à l'heure, j'ai mis en place des stratégies de visibilité qui me correspondaient. J'ai pas cherché à faire comme tout le monde, etc. J'ai vraiment réfléchi à ce qui me correspondait, ce qui parlait à ma cible. Et j'ai créé vraiment des publications stratégiques, c'est-à-dire stratégiques en termes de canal dans les choix des plateformes, mais aussi dans la ligne éditoriale pour que ça soit vraiment conçu pour ma cible. Et je pense que ces petites choses, ces gros éléments cumulés, je pense que c'est ça qui m'a vraiment permis, dès le départ, d'attirer les bonnes personnes.
Ah oui, t'as ciblé, tu t'es positionné, t'as structuré. Tu parlais de structure et de plan d'action tout à l'heure. T'as été la bonne élève, en fait, que nous, tu vois, si t'avais suivi notre accompagnement WIA de l'époque, effectivement, c'est les premières choses sur lesquelles on travaille et que tu fais travailler aujourd'hui dans la WIA. C'est certain. Après, comment t'as fait pour choisir, toi, alors pas la péri, mais du coup la fertilité? T'avais une appétence pour cette audience-là? Oui, alors en fait, déjà comme je te le disais tout à l'heure, quand j'ai choisi la naturo, c'est parce que justement tout ce qui est hygiène de vie, alimentation, etc., ça faisait déjà partie de mon quotidien, mais aussi parce que j'étais vraiment passionnée par ce monde de la santé féminine. J'ai dans mon entourage pas mal de personnes qui ont eu des problèmes pour avoir un enfant, des problèmes de cycle, etc. Et du coup, ça m'a, depuis quelques années avant que je me lance, hein, ça m'intéressait. Je lisais pas mal de choses là-dessus, etc. Donc, dans le domaine, dans le monde anglophone, comme je te disais, parce qu'en France, c'était pas encore développé. Et en fait, ça m'a vraiment passionnée. Donc, voilà, j'ai voulu élargir à la périnate parce que fertilité, ça me semblait un peu trop restreint. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me passionnait, ce qui était. Et en fait, j'avais énormément à apporter puisqu'il n'y avait pas encore grand chose sur le sujet à l'époque et beaucoup de demandes. Et en plus, c'était une cible qui me parlait parce que c'était des femmes, enfin généralement des femmes, même si la fertilité concerne tout le monde. Les personnes qui consultent sont généralement des femmes entre 30 et 40 ans. Donc voilà, ça correspondait un peu à ma tranche d'âge, enfin un peu plus que ma tranche d'âge. C'était un public avec lequel j'étais à l'aise. Donc voilà. Pour plein de raisons, c'était vraiment une cible qui me correspondait et j'étais contente parce qu'après avoir été dans le droit avec un rapport humain assez distant et froid, puisque naturellement un avocat, on est assez, on a un rapport assez distant avec lui. Bah là, du coup, c'était vraiment chaleureux, bienveillant, etc. Parce qu'on était dans un domaine qui touchait profondément les gens qui venaient me voir. Donc voilà, ça me correspondait vraiment. Et après, comment t'es passée de ces premières actions, ces premiers clients, ces premiers euros récoltés dans ta besace à une activité plus rentable, stable, viable? Ça a été quoi le pont, tes actions? Comment t'as procédé? Alors, déjà, j'ai pensé un petit peu en termes d'écosystème, si je peux dire ça comme ça, Ouais. pour fidéliser mes clients et attirer différents types de clients selon leurs besoins. Donc, j'ai structuré, on va dire ça comme ça, mon activité autour de différentes sources de revenus. Donc, j'avais les consultations, des produits digitaux, par exemple des ateliers en ligne, des ateliers en ligne, des e-books, etc. J'ai développé aussi des programmes en ligne, donc là des très gros programmes en ligne, par exemple j'en avais un j'ai sur la fertilité et sur les SOPK, et je reçois encore je dis j'ai parce que je reçois encore des retours de personnes qui le suivent, donc ça me fait toujours hyper plaisir. Et donc, ça m'a permis vraiment de générer une partie de mon chiffre d'affaires en revenus passifs, entre guillemets, et de pouvoir proposer différentes choses parce que certaines personnes étaient plus intéressées par un sujet précis et donc avaient besoin d'un atelier plus spécifique qu'une consultation. Enfin, voilà, ça répondait à différents types de besoins. Je pense qu'aussi, j'ai appris à communiquer et à vendre stratégiquement. Ça, je pense que c'était, quand on est entrepreneur, c'est hyper important. Et beaucoup de praticiens ont du mal avec ça. Le fait de vendre, ils se disent qu'ils sont pas commerciaux, mais en fait, je pense que vendre, c'est simplement montrer aux gens comment on peut les aider. Leur dire, voilà, vous avez un problème, je vais vous proposer une solution pour vous aider. C'est pas, je vais vous forcer à acheter mon produit dont vous n'avez pas besoin. Non, c'est, voilà, vous avez un problème, moi j'ai exactement la solution. C'est le match parfait. Je vous explique pourquoi. Et du coup, une fois que j'avais adopté cette posture, mon activité forcément, elle s'est transformée, quoi. Elle a évolué. Et alors, dans mon parcours, il y a aussi quelques éléments un peu différenciants. J'ai voulu vraiment tout de suite mettre en place des actions à fort impact. Donc, j'ai publié plusieurs livres via des maisons d'édition et j'ai organisé des événements, pardon. J'ai organisé des événements assez importants. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, qui ont réuni des milliers de personnes, donc notamment des sommets en ligne que tu connais le principe des sommets en ligne. Et du coup, suite à ça, j'ai été interviewée par des médias, etc. Et donc, ça ensuite, une fois que tout le reste était mis en place et que mon activité tournait déjà bien, ça a vraiment propulsé mon activité. Ok, trop cool. Et j'ai une dernière petite question pour toi, Anna. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un praticien, une praticienne, une coach, peu importe, qui souhaite professionnaliser son activité et ne plus la voir comme un simple petit projet? Tu sais, le petit projet. Comment ça va dans ta petite activité?
Ah là là, qu'est-ce qu'on l'entend ça autour de nous. On connaît ça, même au bout de des années. Hein. Ça va ta petite entreprise? Ah ouais. On connaît. Qu'est-ce que je leur dirais? Déjà, je pense que je leur dirais d'arrêter de se voir comme un simple praticien et de commencer vraiment à se voir comme un entrepreneur. Alors, entrepreneur, c'est pas un gros mot, c'est pas péjoratif, encore une fois, hein. Mais une activité dans le bien-être, c'est aussi une entreprise. Pour pouvoir en vivre, voilà, faut vraiment voir ça comme une entreprise et qui doit être structurée pour fonctionner. Et si tu sais pas le faire, si t'es pas un entrepreneur inné, c'est normal, y a pas de souci, ça s'apprend. Et donc ça, je pense que c'est déjà une première chose. Ensuite, je dirais vraiment de réfléchir à la façon dont ton projet il peut t'aider à être aligné avec ta vie idéale. Et je pense que ça, de le voir, de le percevoir de cette façon-là, ça va t'aider à développer une activité qui va être durable et épanouissante. Parce que c'est pas toujours le cas, tu vois. On a l'impression qu'on va devoir se conformer, etc., alors que c'est pas le cas. On peut vraiment réinventer son activité. Ensuite, ça on l'a dit, mais je pense qu'on le répète jamais assez. Il y a le fait de clarifier ton positionnement. Je lui dirais vraiment, pense à ton positionnement, clarifie-le, c'est hyper important. Plus tu vas être précis sur ton expertise et sur qui tu aides, plus tu vas attirer les bonnes personnes en fait. Et ensuite, le fait de mettre en place les stratégies qui vont être les plus pertinentes pour toi, pour ton activité, ça sert à rien d'essayer de tout tester, de suivre toutes les stratégies à la mode et de suivre forcément celles qui fonctionnent pour les autres, parce que peut-être que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera pas pour toi, pour ta cible, pour ton activité. Donc vraiment mettre en place ce qui est pertinent pour toi et se faire accompagner évidemment par des experts qui vont te faire gagner des années de galère. Donc que ce soit là des experts comme moi, comme Coplenny, c'est vraiment un investissement qui va te permettre de faire décoller ton activité. Peut-être que tu l'aurais fait en 4 ans, là en 6 mois on va te permettre de le faire. Donc c'est hyper important et surtout d'oser, parce que personne n'est jamais parfaitement prêt. On peut pas être prêt avant de se lancer. Donc commence dès maintenant et puis affine en chemin en fait. Trop bien. Écoute, Anna, j'ai plus de questions, j'en aurais encore, mais on pourra refaire un épisode avec grand plaisir si vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si l'épisode il vous a plu. En tout cas, merci encore d'avoir été avec moi et pour tous les conseils concrets que tu as donné. J'aime quand c'est concret, donc là, je peux être que ravie de tout ce que tu as dit. Bravo aussi pour ton parcours, pour ce que ça vaut en tout cas pour toi. Mais je trouve que vraiment, tu es l'exemple même de la détermination et de la persévérance. Merci beaucoup. Donc voilà, je tenais à te le dire. Je pense que ça va inspirer plus d'une personne qui vont nous écouter. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut, Anna, on peut te suivre sur Insta, si tu peux redonner juste ton Insta. Ouais, alors je suis sur Instagram, donc Anna, H-A-2-N-A-H, Anna.Livage, tout simplement. J'ai fait au plus simple, c'est mon nom. J'adore ton prénom. J'ai l'impression d'être la meuf hyper fan, là, avec tout ce que je viens de te dire, tu sais. Merci. Moi aussi, je te trouve très chouette. Merci Anna, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et écoutez, n'hésitez pas surtout à laisser un avis, ça nous aide beaucoup à ce que le podcast il continue d'exister. Vous vous rendez peut-être pas compte de ce poids-là, mais vraiment laissez des étoiles, laissez des avis et vraiment nous ça encore une fois ça nous aide à progresser, à toujours vous proposer des sujets nouveaux, des invités nouveaux. Donc n'hésitez pas, vraiment. Et je vous dis à bientôt et Anna, à très vite, notamment au sein de Coplenny. À très bientôt, merci beaucoup Léa. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt.